l'argent rentre en même temps que le client va voir le film. Fait que j'ai pas de mauvaise créance. Ben, il y en a un petit peu des fois, mais c'est pas ça. Fait que quand l'autre, il dit, moi, mettons, je perçois $1 sur un film, puis j'en dois 50 sous au distributeur, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que c'est sûr et certain que lui, c'est ce qui le fait rouler aussi. Fait que comme tu as dit, c'est une réalité. Ils ont tous été super fins, ils ont tous compris. Puis tu sais, il y a beaucoup de ces compagnies-là qui sont quand même des gros conglomérats, tu sais, comme Universal, ça fait partie de Comcast, Paramount, ça fait partie de Viacom. Il y a Disney, mais Disney, c'est beaucoup plus que des films seulement. Là. Ils ont les parcs, ils ont plein de choses, ils ont la télévision. Mais quand même, c'était des réalités financières avec lesquelles on devait fonctionner. Là. Mais sans, mettons, parler de rentabilité ou quoi que ce soit, le concept global du cinéma présentiel, vraiment de l'expérience comme ça, tu trouves-tu que de là-haut, là, les gros noms que tu parles, Paramount, tout ça, est-ce que eux, ça a changé leur vision depuis le confinement? Est-ce qu'ils ont fait comme wow, il y a comme une nouvelle réalité qui s'en vient, on change la game? Là? Il y a des choses qui ont changé. D'ailleurs, je joue en ce moment des films qui sont disponibles en ligne, comme le film Raya. Il est disponible sur Disney+, donc tout le monde peut l'écouter à la maison. Évidemment, ça coûte de l'argent. Ouais. Mais moi, je pense que, comme je dis à tout le monde, c'est très difficile de faire des comparatifs en ce moment, dans une période comme là, encore plus quand on était fermé, parce que la loi du marché n'existe pas. Je ne peux pas me faire valoir, je suis fermé, puis je suis fermé par un décret gouvernemental, donc je ne peux pas rien... C'est dur d'établir ça. Et les fournisseurs, eux, bien évidemment, ils doivent trouver une façon de fonctionner, comme tout le monde. C'est bien normal. Donc, il y a des choses qui ont changé, mais c'est difficile de dire pour moi où on va en être quand on va être revenu à la normale. Je pense qu'un des points qui est quand même assez important en termes de normalité financière, ça va être quand on va avoir des films dits, en anglais on dit un tentpole, là, c'est comme un film phare. Si tu veux, il y en a peut-être 10 à 15 par année qui sont très forts au niveau de l'attrait. En général, c'est des films américains, puis il peut y avoir des films québécois aussi. Quand il va en avoir un comme ça qui va sortir, qui va faire des recettes très intéressantes, là, on va pouvoir parler d'une offre et de demande qui est plus normale. Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. On est passé d'une période où on en avait 3 films par semaine, donc à peu près 150 films par année, à 1 par 3 semaines. Hey boy. C'était ça, là. En juillet, août et septembre, on a ouvert le 3 juillet. En juillet, on avait 10 % de nos revenus. Fait que tu enlèves un zéro partout. En août, on est monté à 20. Puis en septembre, on était peut-être à 30, 35. Donc, ça s'en venait parce qu'il y avait plus de films. Là, à un moment donné, ça a refermé. Fait qu'il y a eu la fameuse deuxième vague, puis tout ça. Mais tout ça est lié beaucoup au nombre de films qui sortent. Donc, quand il y a certains films qui ont pris une route comme le streaming, des choses comme ça, là, le flux continu, là, qu'on appelle en français. Ouais. Mais il y a d'autres qui ont tout simplement attendu des films comme James Bond, Black Widow. Ces films-là, c'est des films forts qui ont un potentiel de revenus énorme. Il y a eu un moment quand même où est-ce que tout était arrêté, même les productions. Oui, absolument. Puis ils ont été un des premiers à pouvoir repartir, mais quand même, c'est sûr que ça coupe le flow. Là. Ça coupe le flow, effectivement. En étant fermé complètement par décret, ben c'est sûr que là, tu manques pas grand-chose dans le sens où tu peux pas rien jouer. Mais oui, il y a eu... Mais par contre, il y a tellement de films qui n'ont pas sorti en 8 mois que là, on s'attend à avoir un été puis une année 2021 très, très forte parce que ces films-là vont sortir, vont finir par sortir. Tous les films qui devaient avoir à Noël passé, à l'été passé, parce que même si on a été ouvert l'été passé, il y a eu un seul gros film américain qui est sorti, ça s'appelait Tenet, le film de Christopher Nolan. Les autres, ils n'ont pas sorti, ils ont attendu. Donc là, ça revient tranquillement, on voit des titres qui apparaissent. Puis là, ce qui est positif, puis ce qu'on voit de vraiment bien, c'est qu'on est en train d'ajouter des films au lieu de les enlever. Parce que depuis un an, tout ce qu'on faisait, c'est d'enlever des titres puis les repousser. On comprend, là, c'est sûr que si tu n'as pas assez de cinéma ouvert, mais là, on a ouvert Los Angeles, on a ouvert New York. Puis c'est 2 marchés aux États-Unis qui sont très, très, très importants. Un peu comme Montréal, ici aussi, est important pour le reste de la province. Ces 2 marchés-là ont réouvert les salles de cinéma. New York, c'est très récent. Et là, ça donne un potentiel, parce que où je m'en allais, c'est que
la COVID frappe plus fort où il y a plus de monde, puis les cinémas, ça marche plus où il y a plus de monde. Donc, c'est intrinsèquement lié. Ben oui. Donc, plus tu as des grandes villes, plus tu as de potentiel, mais plus tu as de risques aussi. Donc, c'est normal que ces zones-là sont plus difficiles, puis ça a été plus long avant que ça reparte. Mais là, avec les vaccins qui arrivent, avec la diminution de cas, moi, je vois souvent sur la CDC, qui est comme la santé publique américaine, parce que ça me donne une indication sur les salles de cinéma par rapport aux films américains, qu'est-ce qui va sortir. Puis on a aussi des rencontres à l'interne avec les gens de l'industrie pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme film québécois ou des films européens. Alors ça aussi, ça donne un peu le pouls. Mais réalistement, le film d'Hollywood représente 85% de mes revenus. Ah, c'est sûr. Donc c'est sûr que je suis lié à ça. Mais même tu parles des gros espaces, New York, tout ça, j'imagine que même pour quantifier ou le plus possible, essayer de quantifier le succès d'un film, c'est sur ces données-là que tu vas te fier, sur les grands espaces, là où il y a justement plus de métriques, plus de population. Oui. Est-ce que tu dirais que, mettons qu'on embarque dans l'univers du streaming, est-ce qu'un stream équivaut à une présence au cinéma? J'ai posé la même question dans l'univers de la musique, à savoir si une présence dans un show, c'était la même chose qu'un stream. Moi, je ne fais pas dans le streaming du tout. Puis les chiffres de vente autres que la salle de cinéma sont jamais sortis. Donc, les majors américains ne les sortent pas, ils les gardent pour eux. Mais en fait, ils sont probablement dans leurs états financiers, mais pas spécifiés à combien qu'il y en a eu. C'est une donnée qui se garde, puis c'est leurs affaires, puis je comprends ça, il n'y a pas de problème. Moi, je te dirais, c'est difficile de comparer. Est-ce qu'un stream égale un client? Je dirais peut-être un peu moins, parce que tu peux peut-être essayer de quoi, surtout si c'est un lot de films que tu as pour un montant forfaitaire. Donc, si tu as, par exemple, Netflix, ça coûte, je sais pas, 10-15$ par mois. N'essaye un, ne marche pas. N'essaye l'autre, ne marche pas. Ça ne change rien. Tandis que le cinéma, tu te déplaces. Donc, tu as le commitment. Tu as le commitment, exactement. Puis, si tu as décidé de te déplacer, c'est parce que ça t'intéressait assez pour que tu te déplaces. C'est possible que le film te déçoive. Pareil, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment que tu sois déçu pour dire je me lève physiquement puis je sors de la salle. Donc, comme tu dis, il y a un commitment, il y a un désir de voir, de se divertir. Puis, pour moi, j'ai toujours dit, puis je le dis encore, je le crois vraiment, ça reste une sortie sociale au même titre que d'aller au restaurant. Puis je dis ça avec aucune mauvaise pensée. Les restaurants font du take-out, puis même il y a des restaurants qui ne le faisaient pas avant qu'ils le font parce que, bon, ça leur donne des revenus. Puis moi, j'en ai fait faire quelques fois, mais c'est pas la même chose. C'est la même nourriture, mais c'est pas... Tu vas au restaurant, t'es servi, t'as le serveur qui vient, t'es comme un peu le roi. Donc, il y a une expérience derrière ça. Le cinéma, oui, tu regardes un écran quand même, je comprends ça, mais le fait que t'es dans un endroit social où il y a d'autres personnes, il y a aussi le fait que quand il y a beaucoup de monde, les sentiments, l'humour, quand tu as peur, les sauts, ça se communique beaucoup plus dans une salle de spectacle également. Puis il y a aussi le fait que tu peux pas vraiment arrêter le film. Donc, comme tu dis, là, il y a un mindset qu'on se place quand on va voir un film au cinéma qui dit « j'ai vraiment envie de voir ce film-là ». Moi, mon travail, c'est de le présenter dans les meilleures conditions, d'essayer de donner le goût le plus possible aux gens de le voir. Puis, celui du producteur et du distributeur, c'est de donner un produit intéressant pour des clients. Parce que le distributeur, le producteur et des salles de cinéma, on travaille toujours ensemble. S'il y a du monde puis ça marche pour moi, ça marche pour eux. Donc, on essaie de faire le mieux possible. Puis quand il y a des bons résultats, tout le monde est content. Mais oui, justement, par rapport à l'aspect de l'expérience du client, il y a beaucoup de monde qui disent les gens vont s'habituer à plus y aller. Mm-hmm. T'as-tu hâte, toi, au moment, là, vraiment temporellement parlant, où est-ce que cet été, le monde va faire comme « Hey, on peut enfin y aller. Let's go, on y va. » Puis là, l'habitude va revenir. Oui. Je te dirais que jusqu'à une certaine mesure, ça s'est déjà produit. Avec la semaine de relâche, là, le premier ministre nous a donné l'autorisation d'ouvrir en zone rouge. Moi, j'étais très heureux parce qu'après 5 mois de fermeture sur la deuxième partie, ça faisait vraiment longtemps. Évidemment, on est très, très limité parce que il n'y a pas de film de soir. Et le show, la représentation de 7 heures, c'est la plus forte. C'est toujours la plus forte, sauf peut-être le dimanche et le samedi. Même pas le samedi, le dimanche peut-être. Pas de concessions, pas de produits alimentaires. Donc, puis évidemment, la distanciation sociale qui était déjà là, qui nous coupe de plus de la moitié des bancs. Malgré tout ça, on a eu une semaine de relâche très, 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 très populaire.
on a eu beaucoup plus de monde que je m'attendais. Tu vois, on parlait tantôt de pourcentage. Là. Tu vois, j'étais à peu près à 40% d'une normalité dans la semaine de relâche, qui est vraiment exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à ça. On s'attendait à des chiffres beaucoup plus modérés. Et ça fait dire que les gens ont l'intérêt de venir. Après, il s'agit de donner des films que les gens veulent voir. Donc, je ne pense pas que les gens... On a duré assez longtemps pour enlever le goût d'y aller au cinéma. Ce que je vois avec les ventes en ligne, on a beaucoup de ventes en ligne. Ça a explosé. Beaucoup de gens qui achètent en ligne. Ça, c'est un outil très, très, très utile. Ça l'a aidé beaucoup. Mais je vois qu'au contraire, il y a une augmentation parce que... On a des films, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On en avait quelques-unes, mais réalistement, moi, j'ai toujours des nouveautés normalement. Puis dans un cas normal, dans une réalité normale, c'est des films exclusifs qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. Donc, ça nous donne évidemment un gros avantage. Puis le film, quand il se vend bien dans la salle, c'est une fenêtre de publicité pour les autres plateformes. Parce que ça crée un effet de rareté. Tu vois la bande-annonce, tu as envie de voir le film, tu peux pas encore, il y a une date de sortie. Sur des gros films, là, on s'entend. Sur des plus petits films, si le film n'est pas connu, c'est correct, on comprend ça. Mais pour moi, je le vois comme créer un effet de rareté dans l'offre et la demande, de dire... Vraiment. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est même le réflexe que j'ai eu dernièrement à regarder les séries sur Netflix, de faire... J'ai comme l'impression que je partirais jamais une nouvelle série s'il n'y a pas déjà 3 saisons. Ouais. C'était juste envie de consommer de A à Z. Mais l'effet d'exclusivité, de rareté, c'est pas venu me chercher sur Netflix, mais clairement, j'aimerais ça le revivre en vrai. Je pense que ça, c'est une des parties qui fait que le cinéma, c'est spécial, parce que ça marche pas pour tout le monde tout le temps, mais quand tu as un film, un produit qui te donne vraiment le goût de le voir, tu l'attends, tu vas préparer ta sortie, peut-être pas comme un voyage, là, mais parce qu'une sortie cinéma, c'est impulsif, mais les gros films qui sont attendus, j'ai pas besoin de nommer de titre, t'en as, tout le monde peut en avoir dans sa tête immédiatement. Moi, je crois que ça, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Puis quand ça marche en Titi, là, ça marche vraiment, vraiment fort. Les gens viennent et les films se consomment beaucoup plus rapidement. Puis avec le numérique, on peut mettre le film dans plusieurs salles en même temps s'il y a une demande. Donc, on a vraiment dématérialisé la copie. On peut faire ce qu'on veut. Alors, avant de dire la salle est pleine, c'est une réalité qui est moins présente aujourd'hui parce qu'on peut donner énormément de bancs en peu de temps à bien des gens. Je sais pas, moi, c'est jamais arrivé, mais mettons, à Belleuil, on a 10 écrans avec 1500 bancs. Fois 4, ça veut dire 6000 personnes par jour. Ça fait du monde en Titi, là. C'est jamais arrivé un film comme ça, mais s'il y avait une demande exceptionnelle, ça pourrait être faisable. Là, tu parles de Belleuil. Tu as réouvert le 26 à Belleuil, mais tu en as d'autres. Oui, on a Saint-Hyacinthe, le cinéma Saint-Hyacinthe. On a aussi des cinémas à Drummondville. On en a 2. On a à Sorel-Tracy, puis il y en a à Joliette. Puis ça fait partie d'un groupe? Oui, ils appellent ça un circuit là, parce qu'on a assez d'écrans, mais c'est une business qui appartient à moi et à mon frère, et qui est une entreprise familiale. Moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie. Je travaillais pour mes parents, mon père et ma mère, quand j'étais plus jeune. Puis j'ai fait ça toute ma vie. Puis à un moment donné, là, en 2018, mes parents ont pris leur retraite, ils nous ont vendu leur entreprise. Et on a volé de nos propres ailes. C'est cool. Ouais, puis après ça, on a eu une opportunité d'affaires pour acheter le cinéma à Belleuil. Puis ensuite de ça, celui à Saint-Hyacinthe, qu'on a acheté en COVID, juste avant la première réouverture. Mais ça s'est super bien passé. Puis la gang est super cool. Tout le monde est vraiment le fun. On a gardé... à peu près tous nos employés, que j'appelle deuxième étage, les employés de direction, puis tout ça, le bureau. Fait que ça s'est super bien passé, puis on est vraiment heureux, puis on a plein de projets pour le futur. Fait que c'est une belle gang, une belle entreprise. C'est cool, justement, ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à ça, mais c'est un gros enjeu, le staff, là, surtout pendant le confinement. Là, je veux dire, la PCU, tout ça, ça a été exact. Très déployé. Oui, énormément. Puis au-delà de ça, on s'est fait fermer dans les premiers. Puis au premier confinement, on était ouvert dans les derniers. Là, ça a été plus vite. Mais en bout de ligne, comme tu disais tantôt, à peu près 8 mois fermés sur les 12 derniers, c'est énorme. Et tu peux comprendre qu'à un moment donné, les gens... Mais non, sont restés... On essaye de donner dans l'entreprise du plaisir. On essaie d'écouter les gens, de voir s'ils ont des projets, d'essayer de les impliquer dans les décisions, parce que c'est tout le monde ensemble. Je te parlais de mon film tantôt, là, puis
Si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'ai du monde qui sont en train de gérer en ce moment les salles qui sont ouvertes, puis qui fonctionnent, puis qui sont autonomes, puis qui ne me demandent pas toujours d'éteindre des feux. Et ça te permet d'aller... Puis quand je parle de ça, ça me passionne. Puis, en tout cas, ce que j'essaie de donner aux gens, c'est un peu ça aussi, de dire, trouve-moi ce qui te passionne, ce que tu as envie de faire. Puis pour moi, essayer de répondre à quelqu'un qui veut, je sais pas, moi, il veut faire un podcast ou il veut faire un projet X, ben je vais essayer d'y donner des outils pour le faire, parce qu'après ça, une fois que je vais avoir écouté ses désirs, son besoin de s'accomplir, ben son travail après, qui reste son day job, si on peut dire, va avoir bien plus envie de le faire. Parce qu'il va dire, ben moi, je m'implique dans cette gang-là, si tu veux, tu sais. Fait que ça paye. Ça paye beaucoup pour tout le monde, pour la personne. Ça paye pour moi parce que les gens aussi fonctionnent bien avec ça. Ils ont envie de participer. Puis j'essaie toujours de mettre un côté positif à l'expérience. Puis quand on a des idées, des projets, moi, je demande juste une chose. Essayons de trouver un cadre où on est break-even. Le projet, si ça passe... Tu sais, mettons, j'ai un projet qui est là, puis qui donne beaucoup de motivation à une gang, puis j'en ai un autre qui est là que je sens qu'il va être vraiment plus profitable financièrement. Je vais prendre celui-là, je vais prendre le premier. Je ne prendrai pas celui qui est plus profitable, pas parce que je ne veux pas faire d'argent, mais parce que mon affaire, puis celle de mon frère, si elle tourne, c'est à cause des gens, à cause du staff qui est là. 100% d'accord. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Puis on essaie d'être présent dans chacun des cinémas, de voir notre monde, de leur parler. C'est sûr qu'avec 6 cinémas, c'est plus... Tu ne peux pas mettre le même temps, mais quand tu mets du temps, ben, tu es là vraiment complètement pour la personne. Dans un moment un peu plus de polémique, si je peux dire, là, avec justement l'histoire là, du Popcorn Gate et tout, est-ce que ça a créé justement un peu des froids ou des trucs comme ça au niveau de l'équipe? Genre, est-ce qu'il y a du monde qui sont contre ça, pour ça? Est-ce que vous avez toute la même mentalité? Ben oui, ça n'a pas créé de froid. Les gens en ont parlé un petit peu. Ils comprennent l'implication parce que, tu sais, c'est pas parti de nulle part là, non plus. Là, c'est pas un caprice de dire que le comptoir alimentaire est une partie importante du profit d'un cinéma. C'est vrai, là. Je peux pas dire que c'est pas vrai, au contraire. Mais au niveau de notre gang, non. Je pense que les gens, quand on s'est parlé, étaient beaucoup plus excités à l'idée d'ouvrir. Puis la partie où ça fait plus ou moins d'argent, moi je te dirais que si j'ai eu des commentaires, c'était plus OK, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça se passe en zone rouge, c'est quoi les mesures qui ont été changées. Fait qu'on a vraiment plus été échangé là-dessus que sur l'événement Popcorn Gate. Ça a été plus pour les entrevues puis les journaux qu'on a parlé de ça. Mais moi, en tous les cas, ça a fait parler excuse-moi, les salles de cinéma, ça en a fait parler. Alors, effectivement, d'une manière ou d'une autre, on a parlé des salles. Alors, je ne sais pas si ça a eu un effet direct avec la popularité des salles pendant la relâche, mais force est d'admettre qu'il y a eu du monde. Puis, as-tu une opinion sur ce qui se passe justement avec Guzzo et tout ça? J'allais dire sans nommer de nom, je l'ai fait. Non, je connais très bien Vincent, puis il me connaît. C'est une petite famille, hein, le monde du cinéma, on se connaît tous. On m'a déjà dit que mes réponses étaient un peu politiquement correct, mais c'est vraiment ce que je pense. Puis si tu me dis la même chose, ça me fait plaisir de t'expliquer mon point de vue. Tu sais, un gars comme Vincent Guzzo, ou Cinéplex, ou n'importe qui a un cinéma, a ses réalités à lui, a ses affaires à lui, puis il connaît bien mieux sa business que je connais la sienne, et il va prendre les décisions qu'il pense qui sont les mieux pour sa business. Je vais faire la même chose pour la mienne, puis je ne jugerai jamais quelqu'un de dire je décide de pas ouvrir, je décide d'ouvrir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il connaît sa situation. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on avait besoin d'ouvrir, il fallait qu'on ouvre. Je le devais aussi à mes employés. J'avais hâte d'ouvrir. J'aurais aimé ça avoir mon restaurant. Je ne l'ai pas eu, mais bon, on est tombé en zone orange à Drummondville. On espère que ça va arriver ailleurs. Ça se passe bien à Montérégie à date. Donc, c'est ça. Fait que moi, je respecte sa décision. Lui, il aurait aimé mieux qu'on n'ouvre pas, puis c'est correct. Moi, c'était pas une question. Quand on nous a demandé d'ouvrir puis qu'on nous a dit on veut divertir les familles pendant la relâche, ben moi, j'ai vu ça comme un cue. J'ai dit on va ouvrir. C'est pas idéal, mais à moins qu'on trouve pas une façon de dire on va un peu faire rouler la machine. Si c'était vraiment... S'il y avait eu je sais pas, 5% d'admission là, normale, là...
là, ça aurait été plus difficile. Mais avec les mesures, les subventions qu'il y a, on est capable de faire fonctionner la machine d'une manière assez profitable pour au moins ouvrir puis pas se poser la question à dire est-ce qu'on referme. Là, on tombe dans une période entre deux parce que il y a des films qui sortent au mois de mai qui sont très, très gros à date. Puis là, on est en mars. Donc, il y a quelques films qui sortent d'ici là, mais là, ça va être vraiment de tester les autres, de dire à quel point ça va retomber. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste que tu auras beau avoir le plus beau cinéma au monde. Si tu n'as pas de film à présenter, les gens ne viendront pas et c'est tout à fait normal. Donc, c'est un peu ça. Fait que pour ce qui est du Popcorn Gate, moi, j'en retiens que les gens ont beaucoup parlé des salles de cinéma, puis on en a, je pense qu'on en a eu un avantage du fait que ça a fait le tour des entrevues, des journaux, des télévisions, puis tout ça. Voilà, tu sais, je veux dire, le pire que tu veux pas, c'est l'ignorance. Donc, souvent, on dit parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc, quand les gens t'ignorent puis que tu n'es plus important, là, c'est peut-être plus inquiétant. Bien, ça, ou je te dirais même, puis on en parlait avant de commencer le podcast, tu sais, si tu veux ouvrir à ton plein potentiel. Mm-hmm. Puis là, j'ai vu, tu sais, il y en a qui ont décidé de ne pas ouvrir, c'est correct. Est-ce que ça a une game de subvention ou pas, je ne sais pas, on ne le saura pas, on n'est pas dans leur tête non plus. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, ça referme, tu réouvres, ça referme, tu réouvres. Penses-tu qu'à un moment donné aussi, la clientèle ne veut pas là-dedans et comme, tu sais, à un moment donné, branchez-vous? Oui. On ne veut pas fermer. On ne veut pas refermer, c'est sûr et certain. Je pense que de ce qu'on voit dans les points de presse, c'est un désir commun de tout le monde. Faire le yo-yo, là, personne ne veut ça. Je pense, en tout cas, j'ai vraiment le souhait que ça ne referme pas parce que tout le monde, on s'est tous dit la même affaire, on n'est pas pour fermer. Puis si on est pour être fermé, 2-3 semaines de plus, ça ne changera pas grand-chose. Mais là, le fait, moi, je l'ai vu d'une manière à dire, si tu fais ouvrir en zone rouge puis que tu donnes un bon résultat sanitaire, mais je pense que quelque part, ça peut parler pour toi aussi, pour te dire, les salles de cinéma, c'est pas un endroit où que la COVID se transmet, où il y a des éclosions. On se croise les doigts, c'est pas arrivé. Mais comme je disais tout à l'heure avant le podcast, une salle de cinéma, tu as une distanciation sociale de base. Pas de base, mais je veux dire, elle est présente. Les salles de cinéma, les gens ne savent peut-être pas ça, mais la capacité moyenne d'occupation, c'est entre 10 et 20 %. Donc, 80 à 90 % du temps, les bancs sont vides. Mais là, le monde, ils disent, non, attends, quand tu viens mardi soir, là, ou tu viens voir un film comme Avengers, tout le monde vient en même temps. Mais quand tu arrives le lundi soir, ou jeudi soir, ou le mardi après-midi, les salles sont loin d'être pleines. Alors, ça, c'est une chose. Les salles sont grandes, très, très élevées, très bien ventilées, puis aussi, tout le monde se fait dos. On se parle pas. Quand tu es assis dans une salle de cinéma ou de spectacle, la personne en avant de toi te fait dos. Donc, tu échanges pas des salives ou des gouttelettes. Tu parles pas. Dans un cinéma, tu parles pas. Normalement, tu écoutes. Donc, tout ça fait que, naturellement, c'est un endroit qui est quand même relativement sécuritaire, en plus de tout le reste. Là, on est obligé de mettre des masques en plus, en zone orange, en zone rouge. Donc, on va augmenter encore la sécurité par rapport à ça. Puis, en plus, on réduit le nombre de personnes. Donc, ça se passe super bien. Je croise les doigts pour le futur. Je connais pas le futur, personne ne le connaît. Mais à date, si on peut prouver que ça fonctionne bien puis qu'on peut divertir les gens malgré la situation, on espère qu'on peut peut-être rester ouvert. C'est ça les mesures de la santé publique que vous avez eu, eux, ils évaluent vraiment selon le trajet, là, si on peut dire, normal d'un... Quand il y a une éclosion, là, de ce que je sais, là, ils vérifient où ça s'est produit. Mm-hmm. Puis à date, il n'y en a pas eu au Québec dans les salles de cinéma. Donc, la note, elle est bonne. Alors, il y a des gens qui viennent de la CNESST, viennent vérifier les employés, puis tout ça, puis c'est tout à fait normal, c'est correct. Et, les mesures de mettre 2 bancs de chacun ou 1,5 mètres, 2 mètres dans les zones communes, minimiser l'occupation, c'est 250 maximum, mais évidemment, ça prendrait une salle de 500 places pour avoir 250 personnes, même plus, parce que, par exemple, à Joliette, j'ai une salle de 400 bancs, qui est une des plus grandes salles au Québec, et je vends à 190 à peu près. Donc, je vends moins que la moitié. Alors, il y a beaucoup de place entre chaque client. Et évidemment, ça prendrait aussi également un film qui est hyper populaire, que tout le monde vient de voir. Là, à ce moment-là, on jouerait peut-être 2-3 salles au lieu d'en jouer juste une. Fait qu'il y a toujours plusieurs options comme ça que disponibles. Comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on a dématérialisé les copies, on peut faire ce qu'on veut, c'est numérique.
C'est un disque dur, fait que tu l'ingères dans les salles que tu veux. Les arcades, c'est fermé. Les arcades sont fermées, exactement. Pas d'air hockey. Pas pour l'instant, mais il va en avoir. Ça va revenir. Ça fait partie de l'expérience. Aussi, exactement. Puis à Belleuil, ça se passe super bien. Avec ça, on a des bons revenus, ça divertit les gens. C'est un ensemble aussi là, de tout ça. Puis on essaye probablement là, ça aussi, c'est un de nos projets d'essayer d'en mettre ailleurs. Là. Ouais. OK. Ouais. Tu les as pas dans tous tes cinémas? Non, okay. Exactement. On a eu tellement de trucs à faire mais là, on a vu Belleuil, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup, ça divertit les gens puis tout ça. Pas là, parce que là, c'est fermé, mais c'est un potentiel intéressant. Fait que c'est quelque chose qu'on veut pousser dans d'autres cinémas, dans les autres. Ouais. Ça, c'est un de tes projets futurs. Si tu pouvais nous parler un peu de big picture, comment tu vois les prochaines années avec tout ça, là? Écoute, on se ferme pas de porte. J'ai pas de plan à décrire avec mon frère. Nous autres, on veut avoir du fun. On veut se lever le matin puis avoir envie d'aller travailler. Puis on veut partager des projets avec tout le monde, comme j'ai dit tantôt. Alors, ça peut arriver à gauche et à droite. La première chose qui est la plus importante en tant qu'homme d'affaires, c'est d'avoir une réalité financière puis une normalité financière. On ne fera rien financièrement qui va nous nuire ou qui va nous atteindre avant de retrouver ça. Et ça passe par le nombre de films qui jouent, par des revenus qui sont à peu près normaux. Une fois que ça va être atteint puis qu'on va avoir un petit bas de laine, comme on appelle, là, les projets sont ouverts. On a fait cette année, on a changé un peu notre image de marque. Ça, c'est quelque chose qu'on veut travailler pour essayer de donner aux gens un logo comme une image de marque pour aussi petit ça peut être que les gens associent ça à une expérience positive. Il y a aussi, je vais parler de mon film, ça c'est un de mes projets plus personnels, mais ça fait aussi partie de dire, on peut y arriver quand on a des projets, des rêves, on peut les placer, les réaliser. Nous autres, on a un côté très culturel aussi dans nos cinémas. On s'implique beaucoup avec des projets, que ce soit en termes de présentation de répertoire, des festivals de films. On a fait les rendez-vous Québec Cinéma à Drummondville. À Sorel, on a un petit festival avec des films étudiants. Fait que j'essaie de m'impliquer un peu dans ces choses-là. On a beaucoup de choses à venir aussi l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent. Je peux pas te parler de tous parce qu'ils veulent pas qu'on en parle, mais avant qu'on ait la COVID, il y avait beaucoup de choses de l'événementiel qui étaient beaucoup là-dedans. Puis je te cacherai pas que s'il y a des opportunités d'affaires avec d'autres cinémas un jour, on ne ferme pas la porte, ou même d'autres commerces, ça peut être ça aussi. Mais le dénominateur commun de tout ça, c'est de dire on a un projet qui nous passionne puis qu'on va aller de l'avant, au-delà du profit que ça va nous donner. J'imagine que aussi, tu as un bon réseau, là, veux pas. Puis tu dis que tu fais ton film, clairement, les contacts doivent venir de ceux que tu as avec les cinémas. Oui. Est-ce que ce volet-là, justement, vidéo, création de contenu, tu as déjà pensé à partir un projet plus dans l'agence créative, des trucs comme ça? Je veux dire, c'est quand même pas rien. Un cinéma qui vient de voir et qui dit on va faire ton vidéo, t'es comme côté notoriété. Là, oui, c'est une idée qu'on regarde, faire du créatif. Donc, puis ça devient de plus en plus tout ce qui est, tournage, du live action, mais aussi du motion graphics. C'est des demandes qui sont là. Avant de faire mon film, j'ai fait beaucoup de motion graphics et je faisais des logos d'animation avant nos films, tout ça. J'en ai fait quelques-uns. C'est quelque chose que j'adore faire. Là, je le fais moins parce que quand tu fais un film dramatique, c'est rare qu'il y ait du motion graphics ou de l'explosion ou du fume effects, peu importe là, ce que tu vas appeler. Mais peut-être que là, je t'aurais peut-être un peu plus rouillé. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup et c'est souvent des outils que des gens en région n'ont pas nécessairement accès ou ne seront pas capables d'utiliser. Donc, toi, quand tu arrives avec des solutions comme ça qui sont plus raisonnables puis que tu donnes un look wow, les gens sont intéressés. Puis tu vois que ça s'en vient parce que ces outils-là sont disponibles puis tout le monde qui a envie d'apprendre peut le faire. Après ça, mais c'est sûr que comme tu dis, quand tu as un nom puis que tu as une notoriété, ça aide aussi. Donc ça aussi, c'est un autre projet. Puis ce qui est le fun avec un projet comme ça, que du créatif, la mise de fonds n'est pas énorme. C'est du temps. C'est du temps, exactement. Les outils, tu prends une station de travail, caméra, j'ai déjà tout le stock que j'ai besoin pour tourner. J'ai fait un film, fait que je ne suis pas équipé comme un studio de cinéma, mais j'ai assez pour dire tu vas avoir quelque chose de vraiment professionnel. Donc, après ça, c'est du temps, du talent, de l'intérêt, puis évidemment de faire des connexions. Mais on reste
étant donné notre modèle d'affaires de salle de cinéma en région, on reste avec des perspectives de région, de régional. Ben, c'est ce que j'allais dire. L'idée m'était venue parce que, voilà 3-4 ans, mon magasin à Belleuil, j'avais commencé à essayer de penser à faire une vidéo justement puis le mettre dans ton cinéma. Ah oui? Pub. Je me disais, ouais, mais vous offrez la possibilité d'avoir la vitrine, mais si vous auriez pu carrément m'offrir le tournage, j'aurais fait comme, ben oui. Exactement. T'es la référence, tu l'affiches, puis comme tu dis, en plus, moi, c'était vraiment Target Belleuil, je me suis dit... Oui, ben c'est quelque chose qu'on travaille, absolument. Avant, on faisait affaire avec des tiers, puis qui sont très bons, mais quand tu donnes un tout inclus, bien évidemment, tu as un certain contrôle sur le prix que ça va coûter, sur les délais et sur le contenu créatif. Tu n'as pas des intervenants externes, donc tu rencontres ton client, tu lui dis qu'est-ce que tu veux, tu peux aller voir, faire du repérage, dire qu'est-ce que tu veux, tout dépendant de comment le client voit ça. Donc oui, c'est un projet qui est vraiment cool, qu'on a parlé plusieurs fois au bureau. Tu as quand même l'aspect branding aussi, parce que veux pas, tu te brandes toi-même. Oui. Puis c'est même un peu une vision qu'on a ici dans l'agence quand on fait des vidéos pour des clients. On a justement Andrew qui nous filme en ce moment, qui étudie en cinéma et tout. Fait que tu sais, il y a le volet... Bonjour Andrew. Il y a le volet opération de la caméra, directing et tout, mais il est pro-branding. Fait que c'est de faire le mix parfait des deux. Parce que faire trop cinématique, ça fait décrocher le monde aussi. Exactement, en plein ça. Puis ça dépend où tu veux aller chercher. Qui tu vas chercher, c'est quoi le attention span que tu vas avoir. En ligne, c'est pas long. D'une salle, c'est beaucoup plus long, tu n'as pas le choix. Si tu veux pas écouter ma bande-annonce, il faut que tu te fermes les yeux, tu te bouches les oreilles. Donc, tu peux t'en permettre un petit peu plus. Il faut bien connaître son public cible, ce que tu veux atteindre, puis d'essayer de voir un peu, de modérer ça avec le client, ce qu'il désire avoir. Donc, puis on apprend tous, hein, quand en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, à force d'en faire, tu prends des trucs, tu prends de l'expérience, puis tu t'améliores. Le podcast, c'est la même chose. Tout est pareil. Donc, c'est vraiment le travail. Puis quand j'en reviens à ce que je disais au début, si tu as envie de faire quelque chose puis que tu le désires, tu vas être bien plus efficace parce que tu vas travailler beaucoup plus, parce que ça ne sera pas astreignant. Tu vas te dire, j'ai envie de faire ça. Donc, on ne peut pas tout le temps le faire à 100%, mais quand tu y arrives, tu as des possibilités qui sont intéressantes qui peuvent se présenter. J'imagine les métriques doivent quand même être importantes. Pour une pub au cinéma, je reviens à ça parce que tu vises carrément ton public. Nous, on est beaucoup aussi en ligne, évidemment. Oui. Je veux dire, la vitrine est énorme. Tu me disais tantôt avant le podcast que le streaming, tu n'allais pas trop là-dessus. Est-ce que peut-être éventuellement, il y a une possibilité, au pire, quelque chose connexe à ça, qui ne soit pas nécessairement une plateforme de streaming? Bien, on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. On est comme dans une situation en ce moment, on est entre deux parce que je me souviens, ça fait quelques années de ça, j'avais vu un collègue, puis il m'avait dit, Guillaume, il dit ça commence à grossir, puis ça, mais il dit, t'es comme un petit gros. Il dit, tu grandis, mais fait que là, j'ai dit, ouais, peut-être. Mais là, on a pris une certaine expansion, mais on essaie de garder, on veut pas embaucher plein de monde pour dire s'éparpiller partout. Donc, les projets sont cool. Là, on est dans une réalité où on doit rester réaliste, puis capitaliser, puis de rembourser je m'en allais dire un autre, les taxes, parce qu'on a bien des taxes à payer, oui. Mais les prêts qu'on a pris, les dettes qu'on a pris, et ça, c'est le point important. Oui, on est de plus en plus sur les réseaux sociaux, puis on se rend compte qu'en étant 6 cinémas, mais quand tu sors un film en même temps partout, ça donne un certain effet d'entraînement. Que pour en venir au streaming, oui, c'est super populaire. Écoute, Netflix, 200 millions d'abonnés, donc quelque part, c'est important. Puis en période de pandémie, encore plus. Est-ce que là, en ayant une post-pandémie, le monde va vouloir être plus en vrai, parce que je ne dis pas l'autre mot, mais c'est possible aussi. Mais nous autres, on ouvre toutes les portes. Donc, si le streaming devient une possibilité, allons-y. Mais moi, comme tel, je suis un présentateur. Donc, je présente des films qui sont produits par quelqu'un d'autre. Donc, je suis vraiment... c'est pas moi qui fais la nourriture. Moi, je prends le produit, je le présente dans les meilleures conditions possibles. Au-delà de ça, ce que j'essaie de faire quand j'attire cette clientèle-là, c'est de dire, est-ce que je peux toucher cette clientèle-là avec d'autres avenues, d'autres façons d'aller chercher des revenus supplémentaires en ayant ça que le distributeur m'offre en présentant ces films-là. Donc, le streaming, bien évidemment,
moi, quand je présente des films de Disney, ben après, il s'en va sur Disney+. Fait qu'il s'en ira pas chez nous, c'est sûr. Je pourrais le faire. Il y en a certains qui l'ont fait avec des résultats qui sont un peu plus mitigés parce que c'est normal. Tu vas écouter ton film sur Disney+, puis de compétitionner Disney ou Netflix avec une compagnie, même si elle est assez grosse, ça va être difficile parce que c'est des monstres. Des monstres. Mais au-delà de juste présenter des films ou des choses comme ça, d'utiliser toutes les fenêtres potentielles pour vendre, pour parler de ton branding, pour parler de ton produit. Ah, tout à fait. D'ailleurs, on fait un podcast à l'interne qu'on a mis en ligne. Ça fait une douzaine d'épisodes qu'on fait. C'est pas moi qui le fais. Moi, je le mets juste en ligne, mais c'est mon père. Mon père est à la retraite et il disait, Guillaume, il dit, je me demande quoi faire, mon quotidien, puis tout ça. Fait que je dis, ben, mon père a fait de la radio quand il était jeune. Puis une voix assez radiophonique. Ben, j'ai dit, pourquoi tu ne ferais pas un podcast? Puis parle de ce que tu veux. Puis moi, j'ai mis le logo de notre entreprise là-dessus. Puis le but, c'est pas d'avoir 1 million d'écoutes ou de downloads, mais c'est juste de dire, c'est une fenêtre de plus, c'est un autre chemin qu'on prend, puis on ouvre toutes les portes. Mais la base du podcast, c'est qu'on avait un intérêt pour quelqu'un qui avait à le faire. Donc, moi, ça part toujours d'intérêt de dire, as-tu envie de faire ça? On va trouver des moyens pour le faire. D'ailleurs, mes enfants, un petit peu plus vieux, commencent à avoir un certain âge. C'est plus c'est des ados ou mon plus vieux a 17 ans. Là, je leur parle, puis ils me disent, papa, je veux travailler dans l'entreprise. Bien, je dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, je vais trouver des outils qui vont te permettre de faire ce que tu as envie de faire, au lieu de dire, fais ce que je veux que tu fasses. Si je veux intéresser quelqu'un, je dois me dire qu'est-ce que lui a envie ou qu'est-ce qu'elle a envie. C'est quoi ses passions au lieu de dire je vais te dire quoi faire. Et ça, après, ben, le streaming, c'est un outil pour ça. Puis honnêtement, tu sais, 17 ans, c'est pas à sous-estimer. Là. Je veux dire, il peut t'arriver avec des solutions de pub sur TikTok que tu ferais comme OK, ouais, absolument. J'avais vraiment pas pensé absolument. À ça. Absolument. C'est des plateformes que, en tout cas, moi, je connais moins, mais que ces gens-là, de cet âge-là, comme tu dis, vont m'apprendre à dire hey, tu me manques quelque chose, papa, ou Guillaume, ça, c'est super. Ah, ben, go, allons-y. Moi, je vois qu'il y a un intérêt. Moi, ce que je vois quand quelqu'un vient me voir avec ça, que ce soit mon fils, que ce soit ma femme ou quelqu'un dans mon équipe, quelqu'un qui prend la peine de venir me parler de quelque chose, c'est parce qu'il y a un intérêt, puis il a envie, puis il sait qu'il y a un potentiel pour ça. Donc ça, oui, absolument. Alors oui, c'est à ne pas sous-estimer, puis cette génération-là voit ça différemment de moi, que je vois ça différemment de mes parents. Donc il faut être à l'écoute parce que les 17 ans, les 20, moins 25 ans, c'est ce qui nous fait le plus fonctionner dans les salles de cinéma. Les films sont encore faits pour eux. Donc on a des familles, on a tout ce qui est Disney, Star Wars, Avengers, DC Comics, films catastrophes, tout ça, c'est tout pour du public un peu plus jeune comme ça. C'est une game d'influence. Oui. C'est sûr. Oui. Côté un peu plus business, pour ceux qui nous écoutent et qui sont comme vous parlez de cinéma depuis tantôt, vous n'avez pas posé la question à Charlie, comment que ça fonctionne de vraiment d'avoir le film, de l'afficher? Le processus. Le processus, oui. Vraiment. Le cinéma, c'est les distributeurs de films, c'est un oligopole, OK? Donc, il y en a 6-7. Il y en a des plus petits, là, mais ceux qui représentent vraiment une masse critique, il n'y en a pas beaucoup. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'à tous les lundis, on se rencontre au bureau, au cinéma, et on regarde les chiffres du week-end. Donc ça, c'est un classique. Les films ouvrent le vendredi. La fin de semaine, c'est le moment le plus fort pour un film. Et tout est basé là-dessus. Alors, rendu au lundi, on se rencontre tout le monde, on regarde les chiffres qui ont été produits et on a un nombre X d'écrans. Donc, si j'ai 10 écrans, puis il sort 2 nouveautés le vendredi suivant, je dois en enlever 2. Donc, c'est mathématique. Donc, c'est toujours les 2 plus petits, les 2 plus faibles. Et ça continue comme ça. Donc, c'est vraiment l'offre et la demande. Les films qui ont plus de demandes, ils vont rester où ils vont être à l'affiche, puis les nouveautés vont remplacer ceux qui ont moins de demandes. Alors là, après ça, comment ça fonctionne, c'est que le distributeur, on l'appelle, on fait ce qu'on appelle la programmation, on ouvre certains films, on en enlève d'autres, puis là, eux, ils nous envoient le film sur support numérique, et tout ce qui est dans le prix du film qu'on paye, qui est un pourcentage de nos revenus, mais là-dedans, ça inclut évidemment tout ce qui est publicité. Donc, tout ce qu'on voit, les bandes annonces sur YouTube, sur Facebook, tout
toute la promotion, ça fait partie du paiement qu'on envoie, du pourcentage du billet qui est perçu dans la salle de cinéma. Donc, c'est un peu ça le processus d'un film. Alors, le film est expédié dans chaque salle, on les ingère, on les présente, on fait ce qu'on appelle des quality checks pour s'assurer que tout va bien. Maintenant que c'est numérique, il n'y a pas de projectionniste, ça se fait tout automatiquement, c'est tous des ordinateurs, c'est envoyé directement de la billetterie jusqu'en dans les projecteurs. Oui, tout est automatisé, c'est vraiment bien parce que c'est très, très fiable. Donc, ça brise des fois pareil, mais quand tu entretiens tes machines, ça se passe super bien. Fait que c'est un peu ça expliquer assez rapidement comment le fonctionne, comment ça fonctionne. Tu as quand même la main mise sur... Tu décides quand même, toi, qu'est-ce que tu veux mettre ou non. Puis, par rapport à la compétition, c'est-tu un peu comme lui, il l'a mis en ligne, comme en affiche plus longtemps, comme les dépanneurs qui se négocient à la scène près. Ben, les cinémas, à moins d'exceptions, en général, c'est rare qu'il y ait une compétition en région. Donc, les cinémas, si, mettons, j'ai un cinéma à Saint-Hyacinthe, après ça va à Sorel ou à Drummondville, ou tu vas aller, par exemple, à Saint-Jean, ou tu vas aller à Montréal. Donc, c'est rare que tu aies une compétition directe. Puis il n'y a pas assez de films pour dire il y a un propriétaire qui peut dire moi je prends pas le film parce que j'y crois pas ou parce qu'il coûte trop cher. C'est des business privés. Mais la même chose, le distributeur peut dire moi je ne joue pas là parce que tu fais pas assez de revenus. Puis c'est vraiment une entente d'affaires. Mais en général, c'est rare qu'il va y avoir un propriétaire qui va dire moi je prends pas tel film. Vraiment à l'inverse des autres, ça peut arriver, mais c'est pas, y a pas, tout le monde fait sa petite affaire. Mais tu sais, quand tu sors un film que tout le monde attend, c'est sûr que tout le monde va jouer là. C'est quoi le film le plus cher que tu as dû payer? Je pense que je peux le dire parce que c'est disponible en ligne là. Je mettrai pas de titre là parce que il y a une chose qui est positive, puis c'est pas faire du sugarcoat ou quoi que ce soit. Je m'entends vraiment bien avec tous les distributeurs, puis on a une super belle relation. Mais je te dirais, dans les plus chers, on donne 65% de nos revenus. OK. Fait que tu le prends vraiment sur toi, là. Oui. Bien, évidemment, le montant est payé après la collection. Donc, c'est des paiements très rapides là, qu'on fait. Les distributeurs veulent se faire payer rapidement, c'est normal. Mais il n'y a pas d'upfront. Tu ne payes pas d'avance. OK. Tu récupères les recettes, tu envoies ton box-office au distributeur, puis là, il te charge le montant. Oui, fait que c'est les films les plus populaires, je regarde 35% des revenus. Puis, mettons, les films... C'est un film américain. Oui. Il n'y en a pas juste un. Là. C'est comme connu que 65%. Mais tu peux me charger 65% de ton film, tu as intérêt à ce qu'il marche en Titi, par exemple. À quelque part, tu as la relation aussi avec ton fournisseur. Qu'à un moment donné, si tu te vends juste du 65%, ça va faire comme je veux bien. Je peux dire non, je le prends pas. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on dise non, c'est trop cher. On n'a pas les moyens de payer le film. Donc, c'est vraiment une relation d'affaires. À un moment donné, je te donne un exemple. Si le distributeur me dit c'est 100%, je vais dire non, je ne garde rien. Ça me donne rien de le jouer. Là, mais ça je veux bien vendre du popcorn. Je veux bien vendre du popcorn, mais là, c'est quand même pas assez. Mais il s'est mis un certain montant où mais c'est toujours un pourcentage. Puis, à l'inverse, un film qui est beaucoup moins populaire ou plus vieux, ça peut aller jusqu'à ce que je garde 65% des recettes. OK. Donc, en général, mettons les films québécois? Les films québécois, ça ressemble plus à la moitié. Donc, on est plus à peu près 50, 55 des plus gros films, 45 dans les plus petits. Fait que tu dirais à peu près, je te dirais notre moyenne, puis d'ailleurs, si tu peux aller voir, ou les gens peuvent aller voir en ligne, une moyenne annuelle ce qu'on appelle ça s'appelle le film rental. Là, c'est le pourcentage moyen qu'on paye par année. C'est à peu près 55%. OK. À peu près. Tout inclus. Ouais, c'est intéressant pareil. Oui. Fait que les films chers coûtent cher, mais ils rapportent beaucoup. Donc, ça fait rouler du monde, puis ça donne un nombre d'argent qui est assez intéressant pour être capable de fonctionner. Mais les films ont beaucoup augmenté durant les 20 dernières années à cause, entre autres, du streaming, de Netflix, qu'avant, les gens se souviennent peut-être pas de ça, mais avant... En tout cas, moi, des gens de mon âge, tout le monde a une grosse bibliothèque avec plein de DVD. Ça ne sert plus à rien parce que là, on les écoute tous en ligne. Mais à un moment donné, c'était très populaire. Tout le monde achetait des DVD, puis tu payais 20$ par film. Là, tu payes 20$ pour tous les films. Donc, tu n'as même pas besoin de la boîte. Tu sais, là, avant, tu avais la boîte, tu disais, il est à moi le film, c'est mon film. Puis non, mais c'était ça, puis c'était bien correct. Mais ces revenus-là ont disparu. Et quelqu'un de vite, qui est chez Netflix,
les autres aussi, là, mais qui lui était précurseur, il a dit, moi, je vais donner tous les films pour un seul, puis je vais avoir tellement d'abonnés que ça fait tellement de revenus que ça fonctionne bien. Donc, ça a changé le modèle d'affaires. Alors, suite à ça, bien évidemment, nous, on nous a chargé un petit peu plus cher parce que ces revenus-là sont disparus, puis le cinéma est quand même une source de revenus très importante. Mettons un film comme le dernier Avengers, il a fait 3 milliards en salle dans le monde. C'est quand même beaucoup d'argent. Clairement. Oui. Fait que un film qui marche très, très bien au marché nord-américain, qu'on appelle le domestique, ça va être 400-500 millions donc de revenus. C'est énorme. Puis un film qui fait 1 milliard de revenus en salle dans le monde, c'est fréquent. C'est pas depuis la pandémie, ouais. mais c'est quelque chose de réalisable. Tous les grands studios ont au moins un film à 1 milliard de revenus par année. Et ça, c'est des revenus directs. Si toi, tu es propriétaire de Netflix puis je te vends le film de XYZ, ben, tu vas peut-être me donner un montant, mais toi, tu le donnes à tes abonnés. Pas sûr que tu vas avoir 1 milliard d'abonnés, là. Tes abonnés te payent à tous les mois. Mais ce que tu veux plus que d'aller en chercher, c'est d'en perdre le moins possible. Parce que le jour où tu en perds, les revenus descendent. Pourtant, ils augmentent leur prix. Oui, exact. Ils n'ont pas peur. Là. Non, ben ils ont quand même beaucoup d'abonnés. Puis ils ont une façon... Il y a énormément de contenu, hein? On ne se le cachera pas. Il y a toujours quelque chose à écouter là-dessus. Mais là, il y a des compétiteurs qui arrivent. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Mais tu as aussi l'aspect d'exclusivité là, qui commence à exactement. Ben oui. Crave ont quelque chose que Netflix ont exactement. Plus. Disney Plus a son produit. Tout ce qui était Disney était sur Netflix. Il est rendu sur Disney Plus. Donc, tout le monde... Exactement. Puis là, ce qu'on parlait souvent, moi, ce que je voyais, c'était en anglais, ils appellent ça le streaming fatigue, là, en voulant dire, à un moment donné, les gens se désabonnent parce qu'ils ne paieront pas 20$ x 8 pour du contenu qu'ils ne payent pas nécessairement. Donc, c'est de savoir qui c'est qui a le plus de contenu qui va faire que tu vas te désabonner en dernier. C'est là que la game on fait de la prod in-house que nous. Exactement. Exactement. En plein ça, puis tu gardes ton exclusivité. Si tu écoutais Stranger Things ou, je sais pas moi, Mandalorian, ben, tu l'écoutes juste sur Disney Plus ou tu l'écoutes juste sur Netflix. Puis, essaye pas d'acheter Stranger Things ailleurs. Il l'aura pas ailleurs. Ils veulent que tu l'écoutes chez eux. Donc, la fenêtre est hyper conservatrice pour les compagnies comme ça parce que c'est leur manière d'aller chercher les gens. Puis toi, tu peux pas l'avoir dans ton... Non, ben mon modèle fait qu'en général, je présente toujours un film de 2 heures. Fait que, mettons, un Stranger Things... mais s'il y avait une entente qui se ferait entre les propriétaires de salles et des gens comme Netflix, qui a failli arriver d'ailleurs dans le passé avec le film Irishman. Il y a eu des négociations, puis ça a presque réussi. Puis là, il y avait une question de fenêtre qui était trop courte pour les propriétaires de salles. Je m'exclus du deal parce que moi, on ne m'a pas appelé. Okay. Ils ont appelé des grandes entreprises, puis en général, les deals qui fonctionnent pour eux autres, on les a automatiquement. Mais c'est sûr et certain que Netflix fait du contenu de film aussi qui fonctionne très bien. Moi, j'écoutais un film qui s'appelait Bird Box avec Sandra Bullock qui avait été très populaire. Je suis sûr que ça aurait très bien marché en salle. J'ai pas d'autres titres vite qui m'arrivent à l'esprit. Là. Il y en avait un avec Chris Hemsworth. Là, puis il y en a un qui sort, c'est Army of the Dead de Zack Snyder qui sort sur Netflix. C'est sûr que c'est des films qui pourraient jouer en salle, évidemment. Donc, ça, c'est une possibilité dans le futur qui sera disponible de dire. Puis Amazon font une série télé à 1 milliard de la shot avec The One Ring, là, la série sur Lord of the Rings. C'est beaucoup d'argent. Il va y avoir beaucoup de gens et les gens vont s'abonner à Amazon Prime de plus en plus avec ça. Eux aussi font des films. Eux aussi, ils n'ont pas été dans le super commercial encore, mais c'est une possibilité. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose de positif parce que je vais avoir plus de fournisseurs. Parce que là, ce qui est arrivé depuis quelques années, ben, on en a eu de moins. Il y avait 20th Century Fox qui a été acheté par Disney. Donc, Disney, c'est vraiment un gros joueur. Donc, moi, d'avoir 2-3 joueurs de plus en contenu, c'est sûr que je vois ça positivement si ça peut se produire. Là, c'est à toi de le faire l'exclusivité puis mettre juste tes films à toi dans le cinéma. Oui, c'est ça, exactement. Ça va être toute une production. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Ben, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir la suite. Puis, oui. Tu nous enverras tout ton contenu. Puis je vais venir te voir bientôt pour une pub au cinéma. Je pense que ça va me faire plaisir. Puis si tu veux que je revienne, ça va me faire grand plaisir. C'était très agréable. Puis pour te retrouver facilement sur les réseaux sociaux et le site internet?
Le site internet, c'est rgfm.co ou tapez ça dans Google RGFM, ça va trouver tous nos cinémas. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, on a une page principale, on a des sous-pages. Donc, juste à taper RGFM ou le cinéma de la ville qui vous représente, ça va trouver également. Puis tous les liens vont être dans la description pour si vous nous écoutez sur Spotify, ça va être là. Donc, merci encore. Merci à toi. Pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.